Je m'appelle Gordon Gai, je suis docteur au CEA Saclay. Je viens de terminer mon contrat doctorat au CEA. C'est un travail en coopération avec l'INSA Rouen sous la direction de professeur Abdallah Judge au laboratoire coréen. Et je travaille aussi avec Dr Sergei Koudakov et Dr Olivier Thomine. Maintenant, il y a l'Université Aix-Marseille. Aussi, je partage mon travail avec, j'ai travaillé beaucoup avec Dr Stéphane Mimouni à EDF. Mon sujet, c'est les effets de l'aspiration d'eau sur l'explosion d'hydrogène air prémélangé. Nous avons aussi étudié un peu la turbulence créée par les mouvements des gouttes d'eau et aussi l'interaction entre l'onde de choc et des particules. Voilà. Cette présentation contient certaines parties principales. Tout d'abord, je voudrais donner une introduction de mon travail, surtout des contextes de mon travail, les problématiques, les méthodologies, pourquoi on proposait ces méthodologies de résoudre ces problèmes. Et après, je vous présente les trois directions de mon étude pendant la thèse. La première, c'est on a étudié l'effet de l'aspiration sur la vitesse laminaire de la flamme. La deuxième, c'est l'interaction entre l'onde de choc et des gouttes d'eau ou bien des particules. Et dernièrement, je vous présente une partie de nos études sur la turbulence créée par l'écoulement chargé des particules. Finalement, certaines conclusions et perspectives dans le futur. Voilà. Durant les accidents graves, comme vous le savez, en 2011, il y avait un accident très grave en Fukushima. L'oxydation de la gaine de combustible peut former de l'hydrogène et par la réaction zirconium et de l'eau. Et le rejet de ce type d'hydrogène dans le bâtiment réacteur, ça peut former un mélange potentiellement explosif. Et ça, avec allumage, la flamme peut se propager très facilement sous différents régimes. Par exemple, sous le régime de déflagration rapide ou bien de détonation. Une conséquence de ce type d'explosion, c'est qu'on aura une surpression très importante dans le bâtiment réacteur. Et ce qui est une grande menace pour l'intégralité du confinement. Donc, c'est important et nécessaire pour nous d'estimer les conséquences d'une explosion d'hydrogène, surtout au terme de la sûreté nucléaire. Le système d'aspersion est souvent et beaucoup utilisé dans des réacteurs à eau pressurisée. Ici, je vous donne un exemple du bâtiment réacteur. C'est un schéma du bâtiment réacteur dans un REP de 900 MW. Vous voyez ici les cercles de buses d'aspersion sont posés en haut de la dôme. Et on aura à peu près une fraction volumique des gouttes d'eau, à peu près 10 pieds sur 4 dans le bâtiment. Et en dessous, ce sont des différents composants et la cuve au milieu. Après, le diamètre moyen en sortant de buse industrielle, c'est à peu près 500 micromètres. Voilà. L'utilisation de ce système, le but, il y en a trois. Le premier, bien sûr, c'est de contrôler et limiter la surpression générée par l'explosion. La deuxième chose, c'est aussi important, c'est qu'on va utiliser ce système pour laver les produits fissiles, les produits radioactifs, pour contrôler bien confinés dans le bâtiment. Et puis, dernièrement aussi, ce système est utilisé pour mélanger la phase gazeuse pour éviter l'accumulation du gaz combustible dans certaines régions spécifiques. Les expériences montrent que même pendant l'exécution de ce système, on aurait peut-être des explosions, même si on a de l'eau qui se présente. Et l'action de ce système d'aspersion peut avoir deux effets opposés comme conséquence. La première, c'est ce qu'on veut, c'est on a noté la mitigation de la surpression.
avec la présence de l'eau. Mais en revanche, il y a des cas qu'on a noté que sous certaines situations, on a eu des accélérations de la flamme, surtout quand on a des allumages en haut, avec le système d'aspiration, on a des accélérations de la flamme qui sont très dangereuses. Et c'est surtout à éviter dans les scénarios industriels accidentels. Voilà. Dans mon étude, on voudrait savoir, surtout quantitativement, dans cette situation, on a des conséquences favorables, dans quelle situation on aura on va aggraver des situations. Voilà. Avant tout, je voudrais parler un peu la simulation à grande échelle. En fait, quand je vous ai présente dans le schéma de bâtiment de réacteur, on a une géométrie vraiment colossale. On a la hauteur de ce bâtiment est à peu près 300 mètres et le diamètre, puisque en bas, on a à peu près un cylindre, le diamètre de ce bâtiment, c'est à peu près 40 mètres. Donc, le volume de notre le volume de notre simulation, au final, on vise à simuler en géométrie de volume à peu près 50 000 jusqu'à 100 000 mètres cubes. C'est très grand. Après, pour l'échelle caractéristique, on a des échelles de longueur très variées, entre 0,1 mm jusqu'à 1 mètre. D'un autre côté, pour la vitesse caractéristique, on aura plusieurs. Par exemple, pendant l'allumage, on a à peu près 1 mètre par seconde pour l'hydrogène. Mais en fait, si dans certains cas de détonation, on aura des vitesses de la flamme 1000 mètres par seconde. Donc, c'est un problème très compliqué. Et surtout, je voudrais préciser que le mode pour simuler ou bien pour décrire la combustion turbulente à grande échelle, le modèle de turbulence existant ne peut pas être utilisé directement. Je dis je ne peux pas, c'est pas dire que c'est pas possible, mais c'est que les simulations, les calculs de ce type, ça coûte hyper cher. Donc, dans notre étude, ce qu'on va faire, c'est de proposer des modèles vraiment simples pour être implémentés dans des codes à grande échelle. On va seulement prendre en compte les effets les plus importants. Et dans certains cas, on s'intéresse beaucoup à ordre compteur. Et ça, je voudrais préciser ici. Après, je reviendrai plusieurs fois. Voilà, je reviens à ce phénomène de combustion. En fait, pendant l'explosion, on a toujours une onde de choc ou une onde de pression devant le fond de la flamme, puisqu'il propage plus vite. Cette onde de pression va interagir d'abord avec les gouttes générées par les buse. Si cette interaction elle est très importante, les grosses gouttes vont fragmenter aux petites. Et ces petites gouttes vont avoir un diamètre à peu près 10 micromètres, même plus, ou 100 micromètres. Et ces petites gouttes vont s'évaporer très facilement lorsqu'ils rencontrent le fond de la flamme. Sous la haute température, ils vont absorber l'énergie et décélérer la propagation de la flamme. En revanche, si l'interaction entre l'onde de pression et les gouttes ne sont pas très importantes, les grosses gouttes ils vont traverser le fond de la flamme et générer des turbulences dans les poumons. Et aussi, ils vont augmenter la surface du fond de la flamme. Et dans ce cas-là, la vitesse de la flamme va être accélérée. Donc, ces deux phénomènes vont se passer dans la simulation. On devrait bien séparer ces différents phénomènes couplés et les étudier séparément. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est on a étudié l'évaporation des petites gouttes lorsqu'ils rencontrent la flamme. La deuxième chose, c'est qu'on a étudié l'interaction entre l'onde de choc et les gouttes générées par le bus. Et troisièmement, on fait attention à la turbulence créée par le groupe de particules ou bien le groupe des gouttes. Et ça, c'est les trois directions de mes recherches.
Donc, je commence par la première direction de recherche. La première question qu'on se pose dans la recherche, c'est que pourquoi on s'intéresse à la flamme laminaire. Normalement, pendant l'explosion, on a des combustions turbulentes. Mais en fait, la question, c'est la réponse, c'est que dans la simulation à grande échelle, par exemple, dans le code Europractice ou bien Flux, Flux c'est un code commercial et Europractice c'est un code développé au COA et par d'autres instituts européens. La description de la vitesse de la flamme turbulente, elle est bien une corrélation prenant en compte différents effets dans le maillage. Ce type de corrélation se varie selon différents codes, mais ils ont la même forme. Par exemple, ici, on a une fonction qui décrit le système diphasique gaz-goutte, et aussi on a une partie qui décrit le comportement turbulent. Par exemple, ici, on a l'intensité turbulente et l'échelle intégrale de la turbulence, ce que je veux parler après. Mais au début, on voit que la vitesse laminaire de la flamme, c'est un paramètre très important, même essentiel, pour déterminer la vitesse turbulente de la combustion. Donc, on commence par voir la variation de vitesse laminaire et l'épaisseur de la flamme laminaire en présence des petites gouttes. Vous voyez ici un schéma montrant l'interaction entre la flamme et les petites gouttes. Les gouttes vont s'évaporer au fur et à mesure en traversant la flamme et le diamètre des gouttes vont diminuer. Je commence par un code qui s'appelle CoSylab. Je pense que certains parmi vous utilisent ce code, mais brièvement, c'est un code qui résout les cinétiques compliquées de la combustion et ça donne une solution stationnaire à travers l'épaisseur de la flamme. Par exemple, ici, j'ai une flamme en D qui se propage librement de droite à gauche. J'ai le gaz brûlé à droite. Ici, je montre l'épaisseur de la flamme caractérisée par le delta. Le CoSylab, ça nous donne une solution stationnaire des évolutions de différents paramètres en traversant cette épaisseur de la flamme en fonction des coordonnées Y ici. L'enjeu d'utiliser ce code, en fait, c'est parce qu'il y a un module d'évaporation des gouttes qui est implémenté et on voudrait utiliser ce code pour valider notre modèle simple développé. La première chose qu'on fait, c'est valider ce code contre les mesures expérimentales. Vous voyez ici, on a des résultats satisfaisants par rapport aux mesures expérimentales. Certains phénomènes intéressants. Ici, je montre, comme je viens de vous décrire, on a une évolution de la température en traversant l'épaisseur de la flamme montrée grosso modo en région orange, région jaune. La courbe orange montre l'évolution de la température. La courbe pointillée, c'est le cas sans aspersion. Et la courbe solide, c'est le cas avec aspersion. D'une fraction volumique de 10⁻⁴. Ça, c'est une valeur caractéristique qu'on utilise souvent dans les bâtiments réacteurs sous exécution du système d'aspersion. Voilà. Le courbe, vous voyez ici directement une diminution de la température du gaz dans le gaz brûlé. La courbe bleue montre l'évolution de la diamètre de goutte. Il y a une chose intéressante ici qu'on voit même pour une goutte très petite, initialement ayant une diamètre de 6 micromètres, en traversant l'épaisseur de la flamme, la goutte n'est pas totalement évaporée. Donc, l'enjeu de notre développement, c'est de savoir combien de l'eau a été évaporée en traversant l'épaisseur de la flamme, puisque cette quantité de l'eau joue un rôle essentiel pour estimer l'effet de décélération pour la vitesse de la flamme. À droite, vous avez un graphique montrant l'évolution de la vitesse du gaz en bleu et la vitesse des gouttes en vert. Ici,
les gouttes sont totalement évaporées. À Y égale à peu près 1,2, je dirais. Également, on a également le groupe pointillé montre le cas sans évaporation et on voit qu'avec évaporation de l'eau, on a une réduction directe de la vitesse de la flamme. Brièvement, je vous présente le modèle qu'on a développé. Le but, c'est d'avoir quelque chose de simple afin de l'implémenter dans le code à grande échelle CFD pour simuler l'explosion. Voilà. Notre modèle est basé sur la conservation d'énergie et en fait, ça prend en compte tout d'abord l'effet de l'évaporation ici par ce terme mis en évidence par la région jaune. Et après, nous avons aussi pris en compte l'effet de la dilution. Puisqu'on a des évaporations de gouttes, on a ajouté des vapeurs dans la phase gazeuse. Ce modèle ça peut donner deux choses fondamentalement. La première chose, c'est le changement de la vitesse laminaire de la flamme en présence de gouttes d'eau. Et deuxième chose, c'est une estimation de l'épaisseur de la flamme en présence de gouttes d'eau. Ici, je n'ai pas le temps de développer comment j'obtiens cette expression, mais là, je vous montre une validation de ce modèle simple. En courbe solide, je vous montre l'évolution de la vitesse laminaire de la flamme en fonction de différentes compositions du mélange hétérogénaire pré-mélangé. Ici, je donne deux comparaisons. D'abord, les symboles, ça donne des résultats expérimentaux. On a trouvé ça dans un article de 2012. On voit que pour la partie riche, on a une bonne correspondance entre notre modélisation et les mesures expérimentales. Mais en revanche, pour les mélanges pauvres, on a des différences qui peuvent être expliquées par l'instabilité de la combustion dans cette région-là. Ici, je montre deux graphiques. Le graphique A, c'est la combustion pour un mélange riche. On voit une cône régulière pour le fond de la flamme, mais pour le mélange pauvre, déjà le fond de la flamme devient instable. Ce n'est pas facile de définir, identifier c'est quoi la surface du fond de la flamme. Donc ici, on a une région de mesure de haute incertitude. Nous avons parlé avec l'auteur de cette expérience et ils sont d'accord que ça peut expliquer pourquoi on a des différences dans cette région. D'un autre côté, nous avons comparé les résultats avec les simulations de COSILAB. Vous voyez ici, le groupe pointillé noir, c'est le cas sans aspersion. Déjà, on peut être d'accord que avec aspersion, avec évaporation de l'eau, on a une réduction directe de la vitesse de laminaire de la flamme. Le groupe pointillé en rouge et bleu montre le résultat de COSILAB. Nous avons à peu près la même chose, mais sauf que la convergence de ce code COSILAB devient difficile quand on augmente la fraction volumique de l'eau. Ça veut dire qu'avec une fraction volumique de l'eau à peu près 2 fois 10 puissance 4, déjà le code COSILAB, c'est un peu difficile, c'est très difficile à converger, donc je n'ai pas de résultats fiables ici. En notre codé, c'est un avantage dans notre modèle simple, puisqu'on a des résultats qui sont pas mal pour le cas avec des fractions volumiques élevées. Voilà. Pour la deuxième direction, je vais parler un peu de l'interaction entre l'onde de choc et l'aspersion d'eau. Toujours la même méthodologie, on voudrait savoir le changement de fraction volumique de l'eau locale dans l'écoulement. Après, l'interaction entre, vous voyez ici, l'onde de pression et des gouttes d'aspersion. En fait, il y a deux phénomènes qui sont importants ici. Pour les gouttes réelles, lorsqu'ils rencontrent un écoulement gazeux à grande vitesse, les gouttes vont être facilement fragmentées puisque le nombre de vibers va être énorme. Mais
mais pourquoi on n'a pas pourquoi on n'a pas trop étudié ce phénomène, puisque pour l'écoulement à grande vitesse, la fragmentation, la mesure de fragmentation des gouttes devient très très difficile, puisque les gouttes vont être fragmentées tout un groupe au brouillard et les petites gouttes vont superposer lorsqu'on prend des images. C'est difficile vraiment de compter le nombre de gouttes filles. Donc là, nous n'avons pas trouvé des bons moyens, des bonnes expériences ou bien des bons modèles pour décrire la fragmentation des gouttes sous effet du gaz à grande vitesse. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié le changement local du fraction volumique après le passage de l'onde de choc. Ici, comme avant, nous avons choisi une configuration assez simple, une onde de choc plane qui se propage de gauche vers la droite, qui va rencontrer une région diphasique initialement chargée de particules. Pourquoi je dis particules au lieu de gouttes? Puisque dans cette étude-là, nous n'avons pas pris en compte ni fragmentation ni évaporation pour simplifier les choses. Selon la force de traînée a été étudiée. Puisque pour un onde de choc, les gaz ont de grandes vitesses. Déjà, la force de traînée devient très importante par rapport à la gravité. Donc, la gravité a aussi être négligée ici. Nous avons fait pas mal d'études et de discussions sur cette configuration, mais ici, je voudrais vous présenter essentiellement le modèle qu'on a développé. Ici, à gauche, j'ai un schéma un peu plus en détail. Vous voyez l'interaction entre l'onde de choc plane et la région diphasique. Il y en a deux régions qui vont être créées après le passage du choc. La première, c'est la région 2, c'est la région du gaz compressé. Et après, c'est la région 3, où c'est la région du gaz compressé, mais chargée de particules. Il y en a deux façons, on a noté deux types d'ondes réfléchies qui ont une direction de propagation différente selon le nombre de Mach. Par exemple, pour le nombre de Mach plus grand que 2, on a une propagation de l'onde réfléchie qui est dans la même direction que l'onde originale. Voilà. C'est pas, ici, je n'ai pas le temps de développer là, mais le développement de notre modèle analytique est basé sur un résultat qu'on a trouvé à partir de notre simulation d'INS. Et cette hypothèse, on a mis ça comme une hypothèse et une base pour le développement de notre modèle. On a noté que la vitesse du gaz dans la région 2 divisé par la vitesse du gaz dans la région 1, c'est seulement une fonction ou c'est seulement une fonction de fraction volumique des particules dans la région diphasique. Bien sûr, il y a des limitations sur cette hypothèse. Par exemple, on a des nombres de Mach, ça peut pas être trop grand. Par exemple, pour le nombre de Mach plus grand que 4, ça peut être cette égalité ou ça peut être non validé. Mais pour le nombre de Mach entre 1,1 et 4, on a validé ça à partir de notre simulation. Et après, nous avons développé des modèles pour estimer, évaluer les différentes quantités dans la région du gaz compressé, par exemple, la densité massique. Aussi, nous avons des estimations sur la vitesse de l'onde de choc transmise. Par exemple, ici, entre la région 3 et 4, on a l'estimation sur VS. Et finalement, on arrive à avoir une estimation sur la fraction volumique dans la zone de gaz compressé chargée de particules, la zone 3, alpha 3. Également, je vous montre une validation entre notre modèle analytique simplifié et aussi la simulation numérique. Vous voyez que pour les propriétés du gaz dans la région gaz compressé, on a des bonnes coïncidences pour la vitesse, la densité, pression, et aussi nous avons une résultat satisfaisante pour la fraction volumique dans la région 3.
finalement, on a aussi noté un phénomène intéressant, c'est qu'on a noté un pic des particules, pic de nombre de particules à l'interface qui sépare la région de purement gazeuse et la région chargée de particules. Et l'apparition de cette pic est bien liée avec le two-way formalisme qu'on a utilisé. Ça, c'est une explication beaucoup simplifiée. Imaginez que vous avez deux gouttes dans l'écoulement. Lorsque la première goutte rencontre le gaz va être décéléré par la présence des gouttes, première goutte. Et donc, la vitesse du gaz rencontrée par la deuxième goutte va être légèrement différente par rapport à la vitesse du gaz initialement. Donc, ce processus va accumuler les gouttes énormément à l'interface qui sépare les deux régions. Et en plus, ce pic de nombre de particules, ça va augmenter énormément avec l'augmentation du nombre de Mach. Voilà, pour la troisième direction de recherche, nous avons fait, comme je vous ai dit avant, nous avons fait des études sur estimation. Voilà. Dans cette étude-là, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très précis. Le but, c'est de chercher de l'ordre de grandeur pour ces deux valeurs. Par exemple, ici, on remplace U' par l'énergie cinétique turbulente dans notre calcul. Et aussi, on a besoin d'avoir une estimation de l'ordre de grandeur pour l'échelle intégrale de la turbulence. Vous voyez un schéma montré que les grosses gouttes, lorsqu'ils rencontrent le fond de la flamme, l'interaction va être va être énormément différente par rapport aux petites gouttes. Une brève introduction de l'interaction entre les particules et la turbulence. En fait, cette interaction est beaucoup dépendante d'un paramètre. Ça, c'est la fraction volumique. C'est pourquoi on a fait cette étude dans cet ordre. La fraction volumique joue un rôle sur comment on va simuler l'interaction entre les particules et le gaz. Par exemple, si on a un système très dilué, si la fraction volumique des gouttes est moins que 10⁻6, on n'a pas besoin de prendre en compte l'effet des particules sur le gaz. Le one-way coupling est déjà suffisant. Et si, en revanche, on a un système trop dense, si on a trop de particules, vos fractions volumiques plus grandes que 10⁻3, les collisions entre les particules vont être très importantes. Donc, mais heureusement, on est parmi les deux extrémités. Comme je vous ai dit, une valeur qui nous intéresse, c'est 10⁻4. On est dans la région que le two-way couplage est nécessaire pour la simulation entre, pour l'interaction entre les particules et du gaz. Mais même si dans cette région-là, on a deux effets opposés. En présence des particules, le niveau de turbulence de l'écoulement bordeux, ça peut être atténué si on a des très petites particules. Généralement, si on a des grosses particules, le niveau de turbulence de l'écoulement gazeuse va être renforcé. Il y a pas mal de paramètres dans l'histoire pour distinguer ces deux cas. Par exemple, il y a des ratios de l'échelle de grandeur, l'échelle de longueur, par exemple, diamètre des particules divisé par l'échelle intégrale de turbulence. Il y a aussi d'autres paramètres existants. Le plus récent, à mon avis, à ma connaissance, c'est en 2008. Il y a un particle momentum number qui ont été proposés pour distinguer les cas, mais en fait, cette distinction n'est pas encore définitivement, comment dire, il n'y a pas de paramètre universel pour distinguer les deux cas. Donc, pour simplifier le problème, on suppose que la phase bordeuse, le gaz est initialement au repos. Donc, on voudrait seulement savoir quel est le niveau de turbulence créé par le mouvement des particules. Et on voudrait chercher un modèle simple pour décrire ou bien pour estimer l'ordre de grandeur de ce niveau de turbulence.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une manip au COA, puisqu'on n'a pas trop d'informations à la main. On n'a pas trouvé trop d'expérience sur cet aspect. Vous voyez ici, dans cette manip, on va relâcher des petits billes au top de cette boîte. Et après le shoot librement des particules, on aura des circulations du gaz dans la boîte. Et des mesures des propriétés du gaz et des particules ont été faites. On a utilisé le code Neptune CFD pour simuler toute cette simulation, cette manip, et pour avoir une estimation de l'ordre de grandeur de l'énergie cinétique turbulente en bas de la boîte, puisque dans cette région-là, la turbulence est beaucoup plus développée. D'un autre côté, on a cherché dans la littérature et on a trouvé un modèle simple pour décrire le comportement, pour décrire l'énergie cinétique turbulente. Ce modèle simple a pris en compte 4 sources pour la description de KT. Tout d'abord, la turbulence créée par la présence des gouttes, la dissipation en raison de la présence des particules, aussi la turbulence intrinsèque de l'écoulement. Ici, on l'a mis en 0 puisqu'on assume qu'initialement, le gaz est au repos. Après, la dissipation visqueuse, les auteurs ont proposé aussi une nouvelle échelle, l'échelle hybride, qui a pris en compte à la fois l'échelle intégrale sans présence des particules et aussi une longueur intéressante, c'est la distance interparticule. En fait, cette distance interparticule est une valeur moyennée. Ça dépend forcément de la façon d'arrangement des particules dans le système. Voilà. Ayant les deux, on a comparé les résultats numériques Neptune montrés en courbe rouge et aussi la prédiction de modèle Sampler-Koenig en courbe noire. Vous pouvez voir pour l'énergie cinétique turbulente KT et pour l'échelle intégrale de turbulence RT, on a les mêmes ordres de grandeur. Et ça, c'est satisfaisant pour nous puisque c'est la première fois qu'on a une méthode simple pour avoir ces deux valeurs. Comme je vous ai dit, la distance entre les particules, ça va être différent selon les différents arrangements. Ici, je fais varier cette valeur pour voir que, en fait, ça va changer la valeur pour KT et LT, mais l'ordre de grandeur pour les deux, ils ont été maintenus. Donc, Voilà. conclusion, Ouais. parfait. Okay. Donc, pour la conclusion, j'ai fait ma thèse en 3 grandes parties, flamme goutte, choc goutte et puis turbulence créée par la goutte. Malheureusement, l'année dernière, à cause du confinement, je n'ai pas eu l'accès à code Europlexus. Donc, sur mon superviseur, il fait des implémentations et des cas de démonstration dans le futur, dans le code. Et après, c'est certaines références, si ça vous intéresse. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.